à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette formation au langage C avec la 23e séance. Donc oui, la 23e, ça commence à faire pas mal. Et nous allons démarrer une toute nouvelle partie, d'accord, une nouvelle catégorie sur cet ensemble de vidéos que vous avez vues sur le langage C. On a démarré au début avec les quelques notions du langage, je vous avais dit qu'il y en avait très peu, donc c'était rapide à tout simplement à aborder. Après ça prendra bien évidemment plus de temps à assimiler. Ensuite nous avons tout simplement travaillé sur quelques structures de données les plus courantes, les piles, les fils, les arbres et les graphes notamment. Et nous allons attaquer dans cette troisième partie, on peut dire ça comme ça, la création de programmes en 2D, donc de programmes tout simplement graphiques en 2D. Alors il faut distinguer deux choses. Vous avez les programmes dits fenêtrés, donc ce qu'on appelle les programmes en GUI. Alors oui, au revoir. Donc en GUI, donc il s'écrit GUI. Une GUI en fait c'est une interface graphique tout simplement qui est composée de widgets. Donc c'est quoi? Ça peut être tout simplement je sais pas, moi par exemple mon éditeur ici, qui va être composé d'un menu, qui peut être composé de boutons, qui peut être composé de champs de texte, de menus déroulants, de ce genre de choses. On peut afficher des tableaux, des listes, bref, toutes ces petites choses là, c'est ce qu'on appelle un programme fenêtré. Nous on va ici apprendre à développer des programmes graphiques, donc à manipuler des images, manipuler le son, gérer des périphéries comme la souris, le clavier, une manette de jeu, pourquoi pas une webcam, bref, des genres de choses. Et c'est quelque chose évidemment qui sert dans la création de tout ce qui est programme graphique, manipulation, traitement d'images. Également dans le jeu vidéo, vous vous en doutez, si vous voulez faire des jeux vidéo en 2D, vous allez évidemment pouvoir suivre ces vidéos là dans cette formation. Et tout ça, je vais vous montrer dans un ensemble de séances que l'on va avoir ici sur cette formation au langage C. Pour cela, nous n'allons pas utiliser, parce que je vous avais dit que vous avez vu toutes les notions, on va dire, natives du langage C, grosso modo, d'accord, les notions qui composent le langage, mais on va utiliser pour cela une bibliothèque externe, d'accord, une bibliothèque qui n'est donc pas directement incluse avec le langage C, mais que nous allons télécharger, configurer et utiliser. Il s'agit du coup de la fameuse bibliothèque, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la SDL, pour Simple Direct Media Layer. Cette bibliothèque, elle a plusieurs avantages, donc si je dois en citer quelques-uns qui sont évidents, le fait qu'elle soit gratuite, ce sera évidemment bien pratique pour la récupérer facilement sans devoir rien payer. Elle est open source, c'est-à-dire que le code est accessible, d'accord, on peut récupérer tout le code source de cette bibliothèque, le modifier, l'adapter si on veut, proposer des mises à jour, bref, des correctifs, tout ça. C'est également, si vous voulez, utilisable, parce que du fait que voilà, ça a une bonne licence, donc c'est une licence, comme vous voyez d'ailleurs marquée sur cette page qui s'appelle la zlib, qui autorise même l'utilisation de la SDL pour créer par exemple, je sais pas, un jeu vidéo que vous voudriez vendre, d'accord, donc c'est tout à fait utilisable pour un usage commercial ou non, sans problème, voilà. C'est écrit en C, mais ça passe sans surprise, hein, d'accord, on va une bibliothèque écrite en C qu'on va utiliser avec le langage C, pour pouvoir créer justement des programmes 2D. Voilà. Grosso modo, donc je vais pas vous faire un historique sur les créateurs, etc., les années, tout ça. Si l'historique vous intéresse, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant, évidemment, il faut pas, on va dire que la partie théorique là-dessus est intéressante, vous pouvez aller voir sur internet, vous trouverez beaucoup d'informations, puisque c'est une bibliothèque qui est évidemment très populaire. Elle fonctionne donc avec le langage C, mais vous pouvez également retrouver un équivalent pour le C++, pour le C#, pour Java, pour Python, vraiment partout. Elle est utilisée partout, et surtout dans des gros projets, c'est-à-dire que des jeux commerciaux, donc d'ailleurs le site vous propose, comme vous voyez, quelques exemples souvent, donc il suffit d'actualiser la page et il change les exemples. Donc c'est des jeux qui sont la plupart du temps disponibles sur Steam, vous voyez, il y a Dota 2, donc c'est pas des petits jeux, hein. Il y a vraiment des très gros jeux qui sont évidemment, qui utilisent la SDL, donc c'est pas, imaginez pas une bibliothèque amateur, ou quelque chose comme ça qui n'est pas forcément très puissant, ou qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités, au contraire. C'est utilisé dans de très gros projets, aussi bien dans des petits jeux indépendants, regardez Portal, tout ça, que des très gros jeux commerciaux, parce que Portal, ouais, c'est quand même un jeu très connu, qui utilise cette bibliothèque externe là. Voilà, donc j'ai pris un peu le temps de vous expliquer ça, puisque c'est intéressant de savoir, hein, de connaître un petit peu d'où vient cette bibliothèque, un petit peu sa cote, on va dire, et c'est une bibliothèque surtout qui est multiplateforme. Que vous soyez sur Windows, évidemment, GNU Linux, macOS, vous allez pouvoir l'utiliser, mais ça fonctionne également sur iOS, sur Android et tout ça, d'accord, et même sur plusieurs autres supports, dont on aura peut-être l'occasion d'ailleurs d'aborder sur la chaîne sur d'autres supports qu'un PC, notamment la programmation sur système embarqué, sur console de jeu, etc. Voilà. Alors dans cette vidéo, puisque c'est la vidéo d'introduction, on va pas commencer à faire des choses très complexes, pardon, je voulais dire compliqué, complexe, j'ai fait un mélange des deux, et on va télécharger la bibliothèque et la configurer parce que c'est pas forcément évident. Pour ceux qui sont sur Linux et ceux qui sont sur Mac, ça va être très rapide à faire, très rapide à utiliser. Pour ceux qui sont sur Windows, et je vais commencer par ça, vous allez voir que ça va demander
un petit peu de travail supplémentaire pour pouvoir l'installer proprement et surtout de voir comment compiler en ligne de commande, puisque c'est évidemment, vous le savez, tout l'intérêt aussi de cette vidéo. C'est pas d'être dépendant automatiquement d'un éditeur, puisque si vous savez compiler la SDL en ligne de commande, vous saurez forcément l'utiliser dans un environnement de développement, Eclipse, CodeBlocks, ce que vous voulez, vous saurez le faire, puisque vous aurez après à le faire en ligne de commande pour comprendre justement les mécanismes et comment tout ça voilà, comme les engrenages en fait de toute cette configuration là. Donc pour cela, je m'adresse évidemment pour les gens sur Windows pour le moment, on passera après plus tard pour les gens qui sont sur GNU Linux et macOS, je vous ferai la démonstration en vidéo. Cette vidéo sera un petit peu longue, bon moi je vais montrer tout, voilà, il y aura vraiment toutes les étapes détaillées en fait, pour que vous puissiez avoir quelque chose de fonctionnel à la fin de cette vidéo. Vous allez du coup sur le site libsdl.org, d'accord, pour ceux qui sont sur Windows, donc pour le moment, donc ces autres vous pouvez tous très bien suivre si ça vous intéresse par curiosité pour voir un peu comment que ça se passe. Et nous allons récupérer la version la plus récente, donc au moment où je fais cette vidéo, et évidemment c'est conseillé, c'est de prendre la version au moins 2.0, d'accord. La version ancienne, nous aurons l'occasion d'utiliser sur certains autres supports, je pense notamment à la PlayStation portable de Sony, la Nintendo DS, tout ça. Ça peut être utilisé dans certaines consoles ou certains supports portables. Mais nous ici, comme nous travaillons sur PC, nous allons passer avec la SDL 2.0. Vous allez dans la section Development Libraries, d'accord, et vous allez récupérer cette archive-là, donc SDL2, Devel, donc là vous voyez que c'est la version 2.0.7, MingGW, et c'est un format GZ, d'accord. Alors il faut un logiciel, pareil, j'en profite, il faut un logiciel d'archive assez spécifique, si vous utilisez WinZip ou WinRAR, je crois que le format GZ n'est pas pris en charge, donc utilisez plutôt un logiciel comme SetZip, qui lui prend en charge tous les formats d'archives. Donc vous récupérez ce fichier là, donc moi pour gagner du temps sur la vidéo, même s'il est très petit, je l'ai évidemment récupéré juste avant de faire la vidéo, donc voilà, il est ici, d'accord. Donc c'est exactement le même fichier, d'accord, c'est celui-là. Voilà, donc il faut bien le récupérer, donc vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers un site, vers le lien en fait, tout simplement pour télécharger ça. Voilà. Et écoutez, on va passer à son installation au niveau de Windows et voir comment ça fonctionne. Donc ça je peux le refermer pour le moment. On va prendre notre code source, ici, alors voilà, code minimal, hein, comme d'habitude, et on va partir de ça, de notre dossier, d'accord. Donc là, par défaut, j'ai ça. On va ouvrir notre archive, ici, voilà, et là, vous tombez normalement ici, d'accord, sur ce genre de dossier. Comme MingGW, puisque vous êtes sur Windows, donc je suppose que vous utilisez cet outil-là, et pour autre chose, parce que c'est celui que j'ai montré dans les vidéos, étant 32 bits, on va évidemment utiliser la SDL pour du 32 bits. Sinon, vous aurez des gros problèmes à la compilation, vous aurez pas mal d'erreurs. Donc ne vous trompez pas et prenez ce qu'il y a dans le dossier i686 et non pas celui-là. D'accord? Donc c'est vraiment celui-là qui nous intéresse. On va dedans et on voit qu'il y a 4 dossiers et vous allez, donc moi je fais simplement CTRL et clique sur chacun des dossiers et je vais les mettre ici dans mon dossier, on va dire mon dossier de projet. Je l'appelle SDN, on peut dire que c'est là voilà, où je vais commencer à travailler. Ok, donc ça je peux le fermer, je pourrais même le supprimer si je voulais, j'en ai plus besoin, mais je vais le laisser ici au cas où, si jamais je fais une bêtise dans la vidéo, que j'ai pas téléchargé tout. Là on a 3 dossiers, d'accord, qui vont composer un petit peu toute la SDL, ils ont chacun leur importance. On a un premier dossier qui est bin, qui va contenir 2 fichiers. Celui-là pour le Windows n'est pas intéressant, il servira surtout pour Linux et macOS, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et nous avons ici un fichier DLL, donc ça vous les connaissez je pense au niveau du format, qui s'appelle donc du coup SDL2, qui est ce qu'on appelle une bibliothèque dynamique. Alors, pourquoi on parle de bibliothèque dynamique? Puisqu'il existe également des bibliothèques statiques. Les bibliothèques dynamiques, son avantage, en tout cas, le fonctionnement qu'elle a, c'est qu'elle va accompagner notre programme. Donc l'exécutable de notre programme, et elle est nécessaire pour qu'il fonctionne. Vous allez voir tout à l'heure, si je n'ai pas cette bibliothèque dynamique à côté de l'exécutable de mon programme, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Elle contient évidemment toutes les fonctions de la SDL pour pouvoir marcher, pas marquer. Donc on parle de bibliothèque dynamique. Elle va être chargée à l'exécution de votre programme, et pas avant. En revanche, à l'inverse, on peut avoir des bibliothèques statiques. Les bibliothèques statiques, en fait, elles vont être présentes au niveau du développement, et quand on va compiler, en fait, les bibliothèques statiques vont être intégrées, mises à l'intérieur de l'exécutable. Donc par contre, ça produira, vous l'avez compris, un exécutable un peu plus gros en taille. D'accord? Donc ça c'est on va dire, c'est pas forcément un inconvénient, c'est juste que c'est comme ça. Une bibliothèque statique, elle est directement injectée dans l'exécutable, qui du coup sera un peu plus gros en taille, et une bibliothèque dynamique, elle accompagne un exécutable et elle est chargée au niveau de son exécution. Voilà, on a d'ailleurs des bibliothèques hybrides qui fonctionnent un peu dans les deux sens, c'est-à-dire qui font également à la fois statique et dynamique. Donc ça existe, donc ne soyez pas choqués si un jour vous en utilisez ou vous en croisez. Donc voilà pour le dossier bin, donc c'est là-dedans qu'on mettra notre exécutable. Quand on compilera, on s'arrangera pour que notre fichier prog.exe, comme on fait habituellement, il se retrouve dans ce dossier bin, comme ça, il sera directement à côté de ça, sinon vous verrez que ça ne marchera pas.
Nous avons ensuite un dossier include. Le dossier include, donc on va dire par norme, hein, par habitude, c'est le dossier qui va contenir les fichiers d'entête. Donc c'est pas des noms pareils pris au hasard, d'accord, c'est que tout le monde a pris l'habitude dans un projet d'appeler les dossiers de cette manière. Le include, c'est les fichiers d'entête, donc on l'appelle comme ceci. Là, vous allez faire une première modification, je vais vous expliquer pourquoi au niveau de notre code après. Vous voyez qu'il y a un sous-dossier SDL2, et moi j'en veux pas de ce sous-dossier, vous allez voir pourquoi. Donc vous allez récupérer tout ça, d'accord, vous faites CTRL A si vous voulez aller plus vite. On va faire CTRL X pour couper, et ici on fait CTRL V, voilà. Donc vous voyez, j'ai tout coupé, tout simplement, mon dossier SDL2 maintenant est vide, je peux l'enlever. Voilà, donc lui j'en veux pas. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai fait ça. Vous allez voir que ça a tout son intérêt, surtout si vous avez besoin de passer votre code d'un OS à l'autre, c'est là que ça aura vraiment surtout son importance. Et nous avons enfin un répertoire lib qui contient tout simplement les fichiers compilés, donc des fichiers objets, c'est-à-dire de la bibliothèque qui sont compilés. Donc on l'appelle lib par habitude, d'accord, c'est pareil, c'est une convention, et nous avons du coup cet ensemble de dossiers. Alors comme les choses, vous voyez, sont organisées proprement, là j'ai mon petit, même si je n'ai qu'un seul fichier source, on va faire les choses aussi comme ça se ferait normalement dans un projet, on va donc créer un dossier qui par convention, nous appelons src, voilà, pour les fichiers sources. Donc c'est pareil, le nom qu'on lui donne habituellement. Et je vais mettre le main.c à l'intérieur. Voilà. Alors évidemment là l'éditeur l'a perdu, c'est normal, parce que j'ai changé le répertoire, voilà. Comme ça les choses sont organisées proprement. Donc si vous voulez par exemple en faire un projet, bah, tout ça vous le mettez dans un sous-dossier, vous appelez par exemple pour un dossier, vous mettez mon projet, enfin voilà, vous donnez un nom à votre projet, et comme ça vous avez tout pour travailler et faire le développement de votre programme. Et bien nous allons passer maintenant à l'étape du code. Tout est prêt au niveau des fichiers, d'accord, au niveau de la hiérarchisation des différents dossiers, répertoires, tout ça, enfin des fichiers, tout est bon pour pouvoir commencer à travailler. Ici on va devoir opérer certains changements. Le premier, évidemment, c'est d'inclure la SDL. Vous voyez que dans le include, les fichiers d'entête, nous avons plusieurs fichiers, et notamment celui qui s'appelle sdl.h, d'accord, donc SDL tout court, c'est le fichier général qui va utiliser tout le reste. Donc on va l'inclure au niveau de notre code. Donc moi je vais le mettre en toute première ligne. Comme ça voilà, il sera bien mis en évidence. Donc là vous voyez on met des chevrons, d'accord, on met pas des doubles cotes, puisqu'on va l'intégrer à la compilation, vous allez voir, donc vous écrivez comme pour stdio, stdlib, etc. ou string.h, ça sera le même fonctionnement. Donc c'est un fichier d'entête que nous allons inclure de cette manière. Voilà pour ça. Deuxième étape, la SDL a besoin en tout cas, donc vérifie en fait la signature de la fonction principale et a besoin que la signature soit complète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ici mettre void, voire de faire l'erreur et ne pas respecter la norme de ne mettre rien du tout. Il va falloir mettre les arguments de la fonction main. Alors si ça ne vous dit rien, d'accord, si vous ne connaissez pas ce que sont les arguments ou les paramètres de la fonction main, vous pouvez aller voir dans ma playlist C tutoriel, je propose une vidéo qui parle justement, qui est dédiée aux arguments de la fonction main. Comme ça vous pourrez apprendre un petit peu leur utilité, leur fonctionnement. Donc moi je les écris rapidement, encore une fois je reviens pas dessus puisque je pars du principe que vous les connaissez ou alors vous pouvez les connaître en allant voir ma vidéo. Si vous voulez mettre en pause celle-ci, le temps d'aller voir le tuto. Voilà. Donc c'est int argc et car c'est double, donc un pointeur sur tableau, donc argv, voilà tout simplement. Donc étoile étoile. Donc voilà le changement. Donc ça si vous le faites pas vous aurez des problèmes à la compilation. D'accord. Donc vraiment il faut garder cette syntaxe là. Par définition. Nous vous avez vu que dans les vidéos précédentes on le faisait pas puisqu'on n'en avait pas d'utilité, donc ça sert à rien de mettre ces arguments dans le programme si on ne s'en sert pas, mais ici la SDL elle oblige de l'utiliser, donc c'est pas moi qui a fait la SDL, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est obligatoire d'avoir la signature complète, donc on va laisser comme ça. Et voilà, maintenant on va écrire du code, donc je vous demande pas de le comprendre spécialement parce que vous découvrez tout juste la SDL, mais on va noter tout simplement le code, donc je vais vous le commenter rapidement. Je vais utiliser une structure qui s'appelle SDL version, donc qui est fournie dans la SDL. Je vais en faire donc une variable de type SDL version, et je vais utiliser la fonction SDL version, donc comme ça, tout en majuscule, en lui passant par adresse ma variable. Voilà. Et du coup ici, je vais pouvoir afficher un petit message, parce qu'on va pas commencer à créer une fenêtre, un accord graphique avec une image ou autre. On va faire quelque chose, là pour le moment exceptionnellement en ligne de commande, mais c'est juste pour vérifier qu'on a bien réussi à charger la SDL, que ça fonctionne, qu'on a bien fait l'installation et la configuration proprement. Et là on va mettre un petit message de bienvenue. Bienvenue sur la SDL, point, et voilà. Hop, un petit message comme ça. Et là du coup, comme c'est une structure, c'est alors major, nb.minor, et nb, le dernier, c'est patch, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Affiché, automatique, d'accord, tout simplement. Donc vous faites là, vous pouvez recopier le code bêtement, d'accord, parce qu'il n'y a pas besoin pour le moment de forcément le comprendre, c'est juste, ça va être juste nous permettre de vérifier qu'on a bien installé les choses. Donc tout simplement, donc on va afficher en fait le numéro de la version qui est installée. Donc là vous avez vu tout à l'heure dans l'archive, on avait la 2.0.7. Donc si j'ai bien fait les choses, ça devrait m'afficher 2.0.7.
Voilà au niveau du code, donc ça c'était les parties les plus simples, d'accord, honnêtement, hein, le fait d'organiser les dossiers, les répertoires, tout ça, les fichiers, et de faire le code, c'était vraiment le plus simple. Maintenant on va passer à la compilation, et c'est là que ça se complique, puisque nous ne sommes pas dans un environnement de développement voilà, divers, nous allons directement faire ça en ligne de commande. Et je vais noter la commande ici, comme ça vous l'aurez sous la main, vous pourrez en prendre note parce qu'il faut vraiment la connaître. Et plutôt qu'encore une fois, comme par habitude, vous savez très bien que moi je vous donne pas les informations comme ça sans les expliquer, on va faire la commande étape par étape, que vous voyez comment elle est construite et comment elle fonctionne. Par défaut, et comme d'habitude, on a le compilateur GCC, pas de surprise. Ici, bon, vous voyez que je suis dans un sous-dossier, c'est-à-dire que là, je vais me placer ici, je vais me placer là, d'accord, au niveau de mon terminal, je me placerai dans ce répertoire-là, donc le répertoire qui s'appelle SDL, que j'ai appelé comme ça. Et du coup, comme je veux accéder à mon fichier main, puisque j'en ai qu'un seul, je vais faire src/main.c. Alors si vous aviez plusieurs fichiers, bien évidemment, il faudrait mettre étoile. Mais ça, je vous l'apprends pas, maintenant vous connaissez. On va directement mettre un nom à notre exécutable, parce que moi j'aime bien mettre un nom à l'exécutable. Je vais l'appeler prog comme par habitude. Et je vous avais dit que je voulais le mettre dans bin, d'accord? Je voulais qu'il se retrouve ici. Donc pareil, on va mettre bin/prog. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, d'accord? Ça, c'est pas de souci. Le problème, c'est que là, on travaille avec, encore une fois, une bibliothèque externe. Donc il va falloir rajouter d'autres petites choses, donc d'autres options, d'autres paramètres au niveau de notre commande. La première, même si on a fait ici un include de SDL, il est important au niveau du compilateur de tout simplement l'inclure, d'accord, dans toutes les étapes de compilation, de vraiment donner l'emplacement des fichiers, parce que lui il connaît pas l'emplacement, on va dire le chemin pour y accéder. Le chemin, vous voyez, c'est juste le répertoire include. On a simplifié, en plus on a enlevé le sous-répertoire. Donc on va mettre un -i. Donc c'est important, hein, respectez bien les majuscules, parce que si vous mettez des minuscules, ça fera pas la même chose. Donc c'est vraiment un -i et le répertoire donc include. Ensuite, on va faire la même chose pour les bibliothèques, donc le dossier lib ici, sauf que c'est l'argument -L, lib. Donc je vais très vite, d'accord, pour inclure les fichiers objets qui sont déjà compilés. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'édition de liens. Alors pareil, si vous ne savez pas ce que c'est l'édition de liens, si pour vous c'est du chinois, vous pouvez aller voir la vidéo, je sais plus c'est quelle séance, ça doit être la 3, il me semble, si j'ai pas de bêtises, sur la formation hacking qui parle des étapes de la compilation, et justement on le fait avec le langage C. Donc si vous voulez voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que le pré-processing, la compilation, l'assembling et l'édition de liens, donc ce qu'on appelle le linking en anglais, vous pouvez aller voir cette vidéo sur la formation hacking qui vous détaille tout, d'accord? J'ai vraiment tout détaillé, les étapes de la compilation, pour expliquer comment ça fonctionne de manière plus technique que on a pu le faire par exemple ici sur la formation en langage C, où on est resté honnêtement assez en surface, assez basique, assez sommaire sur les explications. Donc le linking, il va se passer tout simplement avec le -l cette fois-ci. Première chose, comme on utilise MingGW, d'accord, donc rappelez-vous en 32 bits, et ben on va le noter comme ceci, MingGW 32, tout attaché. Par contre, voilà, il m'a viré le pavé numérique, donc voilà. Donc vous voyez, -l, donc ça c'est un L minuscule, d'accord, c'est pas un 1, je vous le dis, parce que c'est vrai que ici l'écriture est un peu bizarre. MingGW32, voilà. Pareil, -l, mais cette fois-ci pour SDL2, donc tout en majuscule, SDL, main, voilà. Et ensuite -l, SDL2, voilà. Donc ça en fait, on inclut tout simplement à l'édition de lien, ceci, regardez dans lib, on a ici le SDL, vous voyez, de main, alors il commence par lib, mais c'est parce que c'est une convention pareille, donc ça on n'a pas besoin de le mettre dans le nom, et on a le lib SDL2, ici, le point A, ou le point DL éventuellement selon l'OS, mais ça on s'en fiche. Donc vous mettez simplement les noms comme ceci, et la commande là est complète. Donc on va la copier, et la coller. Si j'ai pas fait d'erreur dans ma commande, mais normalement il n'y a pas de souci, comme vous voyez ça compile, et il ne reste plus qu'à exécuter. Donc je fais bin, /prog ou alors prog.exe si on veut afficher l'extension avec à la commande, et ça nous affiche bienvenue sur la SDL 2.0.7. donc vous venez d'exécuter, de compiler surtout en ligne de commande votre premier programme sous Windows avec la bibliothèque SDL. Donc vous voyez, c'est très simple en fait, une fois qu'on explique bien les choses, qu'on les détaille, qu'on vous balance pas comme ça des commandes ou du code sans l'expliquer, c'est beaucoup plus simple. Et croyez-moi, pourtant il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'années d'expérience en programmation C qui seraient incapables de compiler une bibliothèque, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas forcément la SDL mais même une autre, en ligne de commande, parce que voilà, on a pris tellement d'habitude avec les logiciels qui font tout à notre place, et des fois c'est même, il y en a même qui n'y arrivent pas, même avec les éditeurs, pour vous dire, que du coup on oublie de comprendre tout simplement ce qu'on fait. Donc là maintenant vous savez comment ça fonctionne, vous savez ce qu'il y a include, donc ce qui est un fichier en tête, vous savez ce qui est à quoi correspondent les fichiers du répertoire lib, et comment s'est passé l'édition de lien. Tout cela je vous l'ai appris, tout cela je vous l'ai montré en vidéo, et c'est évidemment tout l'intérêt. Le but c'est que vous compreniez ce que vous faisiez, surtout pour les vidéos qui vont venir, puisqu'on va rentrer dans des choses un peu plus compliquées.
Bah écoutez, pour Windows c'est bon, d'accord, j'ai rien de plus à vous montrer, parce que le but ici de cette vidéo, c'est d'installer les choses, pardon, et de voir que bah, ça fonctionne. Donc nous allons pouvoir passer à Linux, donc je suis désolé, je peux pas tester évidemment sur macOS, puisque je n'ai pas de Mac sous la main, mais ce sera la même chose, d'accord, au niveau des commandes, vous verrez. Alors, je vais repasser sur, ça je vais l'enlever, sur le site donc libsdl.org, je rappelle. Donc vous voyez que je suis toujours sur download un SDL 2.0. Si vous êtes sur macOS, pour installer la SDL, c'est ce fichier là. Vous voyez que si vous connaissez votre OS, le .dmg c'est un exécutable d'installation en fait, pour installer l'application SDL. Donc pareil, la 2.0.7 au moment où je fais cette vidéo. Pour Linux, vous voyez que bah regardez, Linux il vous dit voilà qu'il faut vérifier en fait ceux qui maintiennent la distribution. Donc ça tombe bien, nous allons le faire directement nous en direct. Alors ça, on peut, enfin je vais laisser comme ça, de toute façon je sais pas, ça nous embête pas. On va passer sur la machine virtuelle, voilà. Donc on va démarrer ça. Et je vais vous montrer du coup ce que ça nous donne. Donc ça va être rapide de toute façon à démarrer. Donc je rappelle que c'est un OS Ubuntu, d'accord, basé sur donc ce qu'on est une distribution de Debian, hein, donc que vous ayez Debian, Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS ou autre, quelque chose en fait qui utilise les paquets aptitudes, hein, apt-get, tout ça, ça fonctionnera dessus. Si bien évidemment vous êtes sur Arch Linux, sur Fedora, OpenSUSE ou autre, je pars du principe que vous connaissez un minimum le fonctionnement de votre OS et que du coup vous saurez installer la SDL comme des grands, en cherchant dans la doc ou en cherchant voilà dans les dépôts officiels de votre distribution. Là, je m'adresse surtout à ceux à l'accent sur Ubuntu, donc qui seraient éventuellement débutants sur cet OS, qui veulent savoir bah, comment utiliser la SDL sur Linux. Vous allez voir que ça va être très rapide. C'est vrai que honnêtement sur Windows, vous avez vu qu'il fallait bien agencer les fichiers, tout ça. D'ailleurs, je vous expliquerai un petit peu après quelques petits détails, notamment sur le pourquoi nous avons viré le sous-dossier ici. Hein, donc vous en faites pas, j'ai pas oublié. Et aussi, on verra d'ailleurs pour Windows d'ailleurs. Je peux vous montrer en attendant. Ça, ce que j'avais dit que je voulais vous le montrer. Regardez, je vais changer le nom, donc juste pour faire comme s'il n'était pas là. Et là, je vais essayer de réexécuter le programme et vous voyez que il me dit qu'il ne trouve pas parce qu'il manque, enfin il n'arrive pas à l'exécuter puisqu'il manque justement la bibliothèque dynamique. Donc ça vous montre bien que c'est à l'exécution qu'elle est chargée. Voilà. Donc elle est nécessaire. Pourquoi? Bah tout simplement parce que si vous voulez faire tester votre programme à quelqu'un, par exemple lui envoyer, bah, vous aurez juste à lui envoyer ces deux fichiers, d'accord, dans une archive, et il pourra le lancer. Et l'avantage du fait qu'il a la bibliothèque dynamique de la SDL, il n'aura évidemment pas besoin d'installer la SDL de son côté. Alors que si c'était du statique, il aurait fallu qu'il compile lui-même avec les fichiers donc statiques de la SDL. Donc voilà l'intérêt des bibliothèques dynamiques, c'est qu'on l'embarque comme ça avec l'exécutable, et du coup n'importe qui va pouvoir tester votre programme sans avoir la SDL sur son PC, puisqu'elle est déjà présente ici, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer sur Windows. Et normalement sur Windows j'ai tout dit. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi on avait ici on a viré le sous-dossier, ça c'est important, et bien évidemment l'utilisation de ce fichier là, ce que je vous ai dit que pour Windows il n'était pas utile, mais il allait servir pour Linux, et du coup macOS. Alors pourquoi je dis macOS, même s'il faudra me le confirmer, parce que c'est un système Unix, d'accord, le terminal utilise de l'Unix, donc enfin c'est un système de la famille des Unix, donc a priori les commandes devraient fonctionner pareil, que ce soit sur Linux ou macOS. Si vous êtes sur macOS, bien évidemment, n'hésitez pas à me le confirmer ou non, hein, si jamais les commandes sont un peu différentes. N'hésitez pas à le dire parce que je peux pas tester, donc je peux pas le confirmer à 100%, et comme j'ai pas envie de dire forcément des bêtises, voilà, je demande, c'est sous réserve que certaines vieilles confirmer ou infirmer ce que j'ai pu dire pour macOS. Donc voilà, donc on va le charger tranquillement de toute façon. Ok, alors, je vais vous l'expliquer tout de suite maintenant, hein, on va le faire ça rapidement, pourquoi j'ai viré ce sous-dossier, d'accord, qui était là. Tout simplement parce que, vous allez voir sur Linux, pour l'installation de la SDL, ça va être très rapide. Donc notamment sur ici une distribution qui est basée sur Debian, donc une Ubuntu ici. Je vais passer par le terminal, parce que c'est plus rapide à installer la SDL. Vous pouvez passer par un gestionnaire de paquets, si vous voulez, hein, dans les fichiers, tout ça. Pour trouver le nom du paquet, vous faites comme vous voulez, mais je vous recommande de le faire dans le terminal, c'est plus rapide. Ça n'a pas besoin de passer par une application graphique. Donc la commande, donc en sudo, hein, parce qu'il faut le faire normalement en tant que root. On va utiliser le gestionnaire de paquets, donc apt-get, la commande install, et il s'appelle tout simplement libsdl2-dev. Alors moi je l'ai déjà installé, mais c'est pour vous montrer voilà que c'est la commande. Donc là je mets mon mot de passe, voilà. Il charge les paquets, et bon là vous voyez il me dit qu'elle est déjà installée, que c'est déjà une dernière version, et là vous voyez qu'en plus la version qui était dans les dépôts, c'est pas la 2.0.7, mais la 2.0.5, donc elle est un petit peu antérieure, mais pas de souci, c'est au moins la version 2.0, donc pas de problème. Voilà, donc c'est ça, vous voyez, juste ça pour installer, il n'y a pas besoin de modifier les dossiers ou les répertoires. Là, vous avez installé la SDL en une simple commande, tout simplement dans un terminal, terminé. Donc c'est très rapide. Alors évidemment, sur Mac, hein, je rappelle, vous devez passer, voilà,
vous installez ce fichier là, d'accord? Vous faites pas la commande là, ça marchera pas. Voilà. Maintenant, nous allons refaire notre fichier, donc j'aurais pu le basculer, mais bon, je vais vous le faire rapidement, c'est pas grave de toute façon. C'est des bureaux, c'est ça. Donc on va le faire ici. Donc vous voyez, je fais juste un fichier main, hein, d'accord? Je vais reprendre la même syntaxe, hein. Donc tout pareil, hein, sdl.h. Et je vais vous expliquer pourquoi justement j'allais virer ce fameux sous-répertoire là. Donc ça, je l'ai inclure aussi puisque j'utilise le printf à un moment pour afficher justement le message. Donc argv. Alors je sais pas de faire de bêtises, hein. Comme vous le savez, quand on s'enregistre, on a vite fait de faire des bêtises dans le code. Ok, ici, donc SDL, la structure c'est en minuscule, NB, ensuite c'est la fonction, donc là c'est tout en majuscule. C'est un peu bizarre les nommages honnêtement, je sais pas trop pourquoi ils ont nommé ça comme ça, il y a sûrement une bonne raison. Et là, bah écoutez, on va raccourcir le message, SDL, donc grosso modo, à part le message dans le printf là qui est un peu différent, je fais exactement la même chose, hein. Vous voyez que le code il est exactement identique à ce que j'ai pu faire sur Windows. Donc vous voyez que d'un OS à l'autre, on ne change rien. Pas besoin de modifier le code, l'éditer parce que vous êtes sur Linux ou parce que vous le passez sur Windows. Non, non, vous ne changez absolument rien et vous allez voir justement pourquoi. Vous n'avez besoin de rien changer. Voilà. Donc ça a été rapide. Hop, on quitte. Ok. D'ailleurs, je peux vous montrer, hein, regardez. Voilà, donc on a bien le contenu du fichier source, pas de problème. Voilà, alors pour la compilation ça va être beaucoup plus rapide parce que justement nous avions, alors déjà je vous parlais pardon de la fameuse inclusion, pourquoi j'ai viré ce sous-dossier. Alors vous avez vu que je mettais tout simplement le include sdl.h, d'accord, donc ce fameux fichier là. Si j'avais laissé le sous-dossier, eh bien déjà il aurait fallu que au niveau de Windows, donc je vais revenir sur mon code Windows, je mette ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux dossier sdl2 et ensuite slash comme ça. Le problème c'est que sur Linux, lui, il veut l'inclusion directement comme ceci, et macOS a priori ça devrait être pareil, donc il aurait fallu qu'en passant votre code de Windows à Linux, vous enleviez à chaque fois ça, d'accord? C'est-à-dire le chemin là, et que vous le remettiez quand vous repassiez sur Windows, enfin bref, il faudrait éditer le code source à chaque fois que vous changez d'OS, au niveau de votre code. Là l'avantage c'est qu'en mettant sdl.h partout, le code est portable. Et moi je vous invite évidemment à faire ça, de ne pas avoir à modifier le code d'un système à l'autre. Là, si je voulais, j'aurais pu faire un bête copier-coller d'ailleurs, je l'ai pas fait parce que je voulais retaper le code pour vous montrer, mais j'aurais pu faire un copier-coller ici du code. Sur Linux, de toute façon vous voyez que, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement le même à part ce que j'affiche dans le printf, mais ça on s'en fiche. Ça va fonctionner de la même manière. Du coup on passe à la compilation, et là la commande de compilation, encore une fois venez me le confirmer, hein, ceux qui sont sur utilisateur de macOS, logiquement elle devrait fonctionner pareil, puisque si je dis pas de bêtises, le fichier dont on va se servir, le fameux sdl2-config, normalement doit être disponible également pour macOS, puisque c'est un système de la famille Unix, donc il devrait fonctionner. Et là vous allez voir la commande elle est très pratique. Donc je rappelle, hein, en faisant un petit listing, que j'ai simplement mon fichier source, hein, donc vous voyez là j'ai pas fait de dossier src ou autre, il n'y a pas de dossier libre puisque tout a été installé au niveau système, donc pas de souci au niveau de la SDL. On va juste faire donc la commande habituelle, donc main.c là du coup, -o prog, et ici on va pas commencer à mettre des include etc, des -i, -l, on va utiliser une variable, donc ça directement dans le shell, et on va utiliser notre fameux fichier sdl2-config avec deux arguments, cflags et donc -libs. Donc qu'est-ce que ça fait cette commande là? Et bien dans ce fichier de configuration, alors je vais vous montrer d'ailleurs ici, donc je vous montre là sur Windows, hein, parce que je vais pas vous montrer de Linux, mais c'est le même de toute façon. Avec quoi je peux l'ouvrir? On va l'ouvrir là. C'est tout simplement, alors vas-y, ouvre-toi quand tu veux, voilà. Un fichier de configuration, comme vous voyez, donc qui est un peu plus long, mais qui va en fait faire les inclusions automatiquement. Vous voyez, regardez, il est capable de voir en fonction comment il fait les inclusions. Vous voyez, ses flags, etc. Voilà. Il inclut tout ce qu'il faut. Donc il va faire les inclusions à votre place, en fait. Vous voyez, toutes les commandes sont déjà disponibles partout. Il verra en fonction de Linux, de voilà tout ça, où est-ce qu'il met en fait quel chemin il le renseigne pour pouvoir compiler. Donc vous avez du coup pas besoin de vous embêter avec ça, et comme on lui passe les bons arguments, d'accord, donc vous voyez c'est un petit code en bash, et bien on va pouvoir tout simplement compiler la SDL très rapidement. Donc juste avec cette commande là, d'accord, donc c'est $, et entre parenthèses vous mettez tout ça, d'accord, pardon, tout ça, voilà. Et ici du coup on teste, et si j'ai pas fait de bêtises, ça va compiler, et il a bien produit un exécutable prog. Pour l'exécuter, /prog, et voilà.
nous avons tout simplement installé, donc ça a été rapide hein, forcément, et compilé un programme en SDL sur GNU Linux. Et logiquement, je vous dis, si j'ai pas de doute, si c'est bon au niveau Unix, normalement, en faisant la même commande, ça devrait fonctionner si vous êtes sur macOS. Et si ça ne fonctionne pas, bah écoutez, on regardera ça dans tous les cas. Voir un petit peu voilà qu'est-ce qui change, mais logiquement le SDL2 config normalement est disponible sur macOS, hein, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, pour cette vidéo d'intro, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. En tout cas, je voulais que vous soyez capable d'installer l'outil en fonction de votre OS. D'accord, d'oublier personne. On va pas non plus, je vais pas vous faire une monstration comment l'installer sur Android ou autre, on peut pas non plus tout faire. Puis de toute façon, vous apprenez à développer en langage C sur PC, donc c'est le but et le thème de cette formation-là. Donc maintenant, selon l'OS, vous allez pouvoir installer ça et l'utiliser. J'ai fait le tour de tour, j'essaie de réfléchir un peu, voir si j'ai rien oublié, mais de toute façon, vous voulez juste voir le téléchargement, l'installation, la configuration. Je vous ai parlé un petit peu des bibliothèques dynamiques, statiques, parce que c'était quand même intéressant à savoir. Je suis revenu un peu sur l'édition de liens, parce que c'est pareil, ça fait toujours du bien de faire quelques petits rappels. Et puis voilà, on a fait le tour, grosso modo, et vous êtes prêts normalement là pour la suite en fait de cette formation. Vous allez pouvoir commencer à utiliser cette bibliothèque là. Voilà, donc je vais vous laisser avec ça. J'espère que cette introduction aura été suffisamment claire. La vidéo, j'ai bien conscience qu'elle est un petit peu longue, mais en même temps c'était carrément utile puisqu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnes surtout qui voulaient utiliser cette bibliothèque et surtout compiler en ligne de commande. Vous avez été pas mal à me le demander. Donc là, vous voyez que ça se fait simplement, voilà, il n'y a pas de magie. Pour Windows, petit rappel, respectez bien l'ordre, d'accord, notamment l'édition des liens, ces trois arguments-là, ils doivent se mettre à la fin, tout simplement, puisque si vous connaissez, vous avez vu ma vidéo sur la formation hacking, sur les étapes de compilation, vous savez que l'édition des liens, c'est la dernière étape, d'accord. Donc si vous mettez l'édition des liens, genre ici, d'accord, juste après la partie là, il y aura un problème. Vous allez avoir des messages, il va vous dire par exemple qu'il connaît pas il connaît pas les fonctions, tout ça, les fonctions de la SDL, il les trouve pas. Donc l'édition de lien, elle appartient bien à la fin. Autant c'est ça. Vous pouvez très bien le mettre ici, avant, d'accord, ou même là, avant le -o bin/prog, ça posera pas de problème, c'est vous qui voyez. Par contre, l'édition des liens, mettez-la bien à la fin et dans cet ordre-là. MingGW32 en premier, SDL2 main en deuxième et SDL2 en troisième. Tout simplement parce qu'il y a une édition de lien qui a besoin d'un autre fichier qui lui-même en a besoin d'un autre. Donc si vous ne les faites pas dans l'ordre, évidemment il va chercher un fichier qu'il n'arrive pas à trouver, il manquera des inclusions et de toute façon ça ne compilera pas. Je vais m'arrêter là pour cette introduction, j'ai fait le tour de tout, encore une fois. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis vraiment de voir comment installer tout ça proprement. Vous voyez qu'encore une fois, c'est très facile. Et dans la prochaine séance, nous allons créer notre premier programme, donc notre première fenêtre, d'accord, avec une vraie interface graphique en 2D. Et bien évidemment, dans toutes les séances qui suivront, vous allez apprendre à afficher des images, manipuler des sprites, ce genre de choses. Et pourquoi pas un jour, voir des bases qui vous serviront par exemple à concevoir un jeu vidéo 2D ou des programmes de manipulation graphique, manipulation d'images, quel qu'il soit. Bref, vous aurez de toute façon beaucoup de matière et sûrement beaucoup d'idées après et d'envie surtout de développer des programmes comme ça un peu plus élaborés que des simples programmes en ligne de commande, même s'ils ont leur utilité bien évidemment, mais c'est autre chose. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance, on se retrouvera du coup pour la vidéo numéro 24, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, etc., partager, je pense que ça servira à beaucoup de monde. S'il y a des choses qui sont pas claires, vous avez des questions, posez dans les commentaires, n'hésitez pas, franchement, j'y répondrai, pour que tout le monde, en fait, à partir de la séance 24, ait la SDL qui fonctionne sur l'OS qu'il utilise habituellement. Il faut que ça fonctionne partout et que tout le monde soit au même point, pour que vous puissiez pas être largué, que vous puissiez simplement compiler, parce que sinon vous aurez des petits soucis. Voilà, à bientôt tout le monde pour la prochaine vidéo. Ciao.